Pour pouvoir combattre, l'armée doit être en mesure de mettre en œuvre l'armement dont elle dispose. Le sapeur lui en donne les moyens. Élément essentiel de l'art militaire, il apparaît dans l'histoire des armes dès la plus haute antiquité. La légende homérique nous conte ses exploits sous les murs de Troie, où il dresse le cheval infernal. Dans la Chine des Ming, il bâtit la grande muraille qui arrêta les envahisseurs mongols et brave toujours l'épreuve des hommes. Il plonge dans les eaux glacées de la Bérésina pour construire les ponts destinés à permettre la retraite de la Grande Armée. Entre les deux guerres mondiales, il édifie la ligne Maginot afin d'arrêter l'invasion venue de l'Est. Vauban lui donne une existence officielle en créant le corps des ingénieurs militaires. Ceux-ci fortifient les frontières du royaume, témoin de leur audace, le fort de Neubrisac. L'intervention du sapeur est donc primordiale. Il est l'artisan de la défense, il est celui du combat car il le rend possible. La guerre de 1914-1918 marque une date fondamentale de l'histoire militaire. Ce n'est pas encore la guerre totale, mais c'est déjà une guerre moderne. Les moyens mis en œuvre de part et d'autre sont gigantesques. Ces fantassins qui parcouraient les routes de Champagne ont offert leur vie pour arrêter l'envahisseur. Un tel déplacement de troupes ne fut possible que grâce à un vaste réseau de routes en parfait état, constamment entretenu. La responsabilité et la gloire en incombent aux sapeurs, qui inlassablement préparèrent la voie sacrée, qui demeure le symbole de leur sacrifice et de la victoire. La défaite de Sedan avait porté ses fruits. L'Allemagne nous avait vaincus parce qu'elle avait compris, avant les généraux de Napoléon III, l'importance stratégique du chemin de fer. En 1914, le génie contribue au développement des voies ferrées en direction du front, permettant l'acheminement rapide des renforts, des vivres et des munitions. La destruction des ponts par les tirs d'artillerie donne au génie un nouveau terrain d'action. Il les remplace par des ponts de bateaux, solution de fortune sans doute, mais qui évite l'isolement des premières lignes, méditées par l'ennemi. Lorsque la chose est possible, il les reconstruit de façon durable. Il parvient aussi à éviter cet isolement en construisant un réseau de lignes téléphoniques. La pose de poteaux ou de câbles souterrains est toujours l'œuvre des sapeurs et rend possible un contact constant entre le front et les arrières, une coordination remarquable entre les PC et les mouvements des unités offensives. C'est enfin le génie qui, ancêtre de nos modernes transmissions, inaugure l'utilisation stratégique de la TSF dans les liaisons à courte ou à grande distance. Sur le front, l'observation de l'ennemi est une condition essentielle d'efficacité. À cet égard, le ballon captif s'avère être l'instrument le plus efficace. Le corps des aérostiers rattaché au génie, et dont l'existence remonte à la bataille de Fleurus en 1794, accomplira ici encore sa mission de surveillance en empêchant les attaques surprises de nos lignes. À côté de ces activités modernes, le génie conserve ses attributions traditionnelles. Depuis le cheval de Troie, la ruse a toujours été le suprême raffinement de l'art militaire. Son visage moderne, qui apparaît en 1914, est le camouflage, qui est encore confié aux sapeurs. Tout peut et doit être camouflé. Cet arbre, par exemple, posté sur un point d'observation intéressant, est dessiné, puis reconstitué exactement en atelier.
Il ressemble comme un frère à l'arbre véritable, mais il est creux et remplacera le premier. Ce stratagème permit aux sapeurs d'installer n'importe où des instruments d'observation. Une fois installé, l'arbre devient un remarquable observatoire. À la place de ses racines aboutit la tranchée qui permet aux guetteurs de transmettre sans délai les renseignements recueillis. Sous l'impulsion du maréchal Joffre, officier du génie, l'efficacité des sapeurs au cours de la guerre ne cesse de s'accroître. Son rôle militaire est donc clairement défini. Malgré sa mission parfois obscure, il n'en est pas moins lui aussi un combattant au sens fort du terme, mais un combattant d'un type original. Il se bat, mais souvent sans fusil. Son arme, c'est la pelle, la pioche, la barre à mine qui lui servent à bâtir des abris, à creuser des tranchées et des souterrains jusque sous les lignes ennemies, d'y poser des explosifs et de les faire sauter. C'est la guerre des mines. Édifiés par le génie vers la fin du 19e siècle, les forts de la région de Verdun sont attaqués par l'ennemi. Après les combats de 1916, les superstructures des anciennes fortifications sont gravement endommagées. Le génie s'efforce de les restaurer au plus vite, cependant que les combats continuent 2 ans durant, au prix de pertes démesurées. Une armée se sacrifie. L'ennemi, qui s'était avancé aux portes de Paris, est repoussé, écrasé, vaincu. À Versailles, les Alliés imposent à l'Allemagne le désarmement total et entendent prévenir tout réarmement ultérieur de l'armée vaincue. La France affirme sa volonté de paix définitive. À cet effet, sacrifiant à la maxime antique, elle prépare la guerre, ou plutôt elle organise sa défense en confiant au génie la tâche de fortifier nos frontières. Les sapeurs s'attaquent aux Alpes, où ils transportent à dos de mulets, au prix d'efforts fantastiques, le matériel et les munitions nécessaires à la fortification. Dans l'Est, où nos frontières sont les plus menacées parce qu'elles ne reposent sur aucun obstacle naturel, le génie entreprend dès 1929 la construction de la ligne Maginot. Une quantité de munitions considérable y est entreposée. Les hommes sur le pied de guerre attendent l'heure de combattre. Cet ouvrage gigantesque ne parviendra pourtant qu'à dévier vers le nord l'attaque allemande. Malgré une résistance énergique en mai 1940, soumise au bombardement intensif, elle sera prise à revers par les chars et contournée par l'ennemi. Les premières Panzer-divisions déferlent sur la France. L'armistice est signé, 1941. L'armée française est neutralisée, réduite au silence. Aussitôt, la résistance à l'occupant s'organise. Civils et militaires unissent leurs efforts au sein des forces françaises de l'intérieur. Dans les maquis, les sapeurs du génie accomplissent un travail de sabotage considérable qui contribue à paralyser l'occupant. Simultanément, régiments et bataillons du génie participent à la campagne d'Italie. Leur rôle essentiel consiste à ouvrir la route aux armées alliées qui remontent vers Rome. Les voies sont souvent impraticables, malgré tout, il faut passer.
L'action constante du génie permet aux armées alliées d'atteindre la ville éternelle. Après l'Italie, c'est le débarquement en Provence en août 1944. Les sapeurs font partie des premières vagues d'assaut. Le général Delattre peut débarquer avec le gros de ses troupes et commencer à pénétrer à l'intérieur du pays. La plupart des ponts ont été détruits. Il faut les rétablir. Le réseau ferroviaire est également gravement endommagé. Inlassablement, les sapeurs reconstruisent. Ils sont aussi présents pendant la campagne de Normandie et participent à l'avance vers l'Est. Les Allemands s'efforcent alors de retarder les troupes alliées en barrant les routes avec des abattis. Grâce à l'intervention de sapeurs armés de scies et équipés de bulldozers, les passages sont rapidement dégagés. Le génie de la première armée reçoit la mission de franchir le Rhin. Toute la nuit, les positions ennemies sont harcelées. À l'aube, sous le bombardement intensif, les premiers éléments franchissent le fleuve. La tête de pont est établie, permettant le franchissement du fleuve par les blindés. Le génie lance un pont de bateaux de première urgence. La guerre continue. Encerclée à l'est par les Russes, à l'ouest par les Alliés, l'Allemagne capitule. La paix est rétablie, mais l'Europe porte pour longtemps les marques de la guerre. Sur le Rhin, tous les ponts ont été détruits. Le génie intervient et rétablit les communications entre la France et l'Allemagne. Partout où la France se bat, le génie est présent. En Indochine, il favorise l'implantation de nos armes au cœur de la jungle, ouvrant les routes, économisant au maximum l'effort humain. Il est ensuite présent en Algérie. Les sapeurs deviennent les artisans de la pacification, tracent les pistes, construisent les aérodromes. En 1959, la France devient une puissance atomique. Grâce au génie, une ville fantastique surgit au milieu des sables sahariens. Reagan, c'est une œuvre humaine gigantesque à laquelle sont associées la main-d'œuvre locale et l'industrie privée. On édifie un aérodrome. On enfouit des blockhaus dans le sable qui protégeront des radiations les caméras ultra rapides destinées à enregistrer l'explosion. On bâtit sous terre une véritable cité.
Dès lors, le génie se doit d'être une arme moderne. Ces tâches demeurent identiques. Les moyens dont il dispose se perfectionnent en devenant autonomes. Il dispose désormais du pont AMX qui rend possible le franchissement d'un obstacle sans support intermédiaire. Le pont gillois à 2 éléments relève du même principe et permet le franchissement de cours d'eau beaucoup plus larges. Le pont amphibie gillois est lui aussi totalement nouveau dans sa conception. Il est composé de plusieurs éléments autonomes qui, une fois assemblés, laissent passer tous les types de véhicules utilisés dans l'armée. Innovation également dans le domaine ferroviaire. Le génie a effectué récemment la pose d'un élément de pont au moyen d'un engin ultramoderne appelé Diplodocus, en raison de sa taille et de sa forme étrange. L'armée lui confie également la construction des casernements et des édifices militaires. Dans ce domaine, il travaille en collaboration avec les entreprises civiles. Comme au Sahara, le génie de l'air construit et entretient les aérodromes d'intérêt militaire, où atterrissent et décollent sans cesse les avions chargés de la surveillance de notre espace aérien. À l'école d'application d'Angers, les élèves officiers s'initient aux techniques modernes qu'ils auront à mettre en œuvre. De même, à Versailles, à l'école supérieure technique du génie, sont formés des spécialistes, à la fois ingénieurs et soldats, qui, rompus à toutes les techniques modernes, continuent l'œuvre de Vauban et permettent au génie d'accomplir sa tâche au service de la nation.